Alors, pour les dysfonctions crânio-mandibulaires, plus dur c'est de les comprendre. On va les diagnostiquer, savoir les diagnostiquer et les outils essentiels. Alors, pour les outils essentiels, c'est pas bien compliqué, hein. En général, c'est une règle, un stylo, une électromyographie et le patient comprend. Alors, problématique, on va quand même se poser deux, trois petites questions. Et le principal, c'est il faut comprendre et connaître le rôle du stress et ses conséquences sur l'ATM et les formations environnantes, parce que ça joue surtout sur les muscles alentours. Et deuxième chose, c'est on va déceler ces DCM, donc dysfonction crânio-mandibulaire, hein. Je vais dire DCM pendant tout le webinaire, on va pas tout répéter à chaque fois, et savoir les analyser. Alors, je vais faire juste un petit rappel anatomique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si on a été à la fac plus de 2 heures, articulation temporomandibulaire, on a un condyle avec un petit disque articulaire au-dessus et tout bouge en même temps. Ça vers l'avant, vers l'arrière, tout bouge en même temps, sauf si on a eu un petit accident, des choses comme ça. On va revenir là-dessus. Je vais vous parler, on va aussi s'intéresser aux muscles manducateurs. Alors, les muscles manducateurs principaux. Attendez, j'ai un tout petit problème. Voilà, c'est parti. Alors, les muscles manducateurs principaux, juste, on a le masséter pour l'élévation, temporal, élévation, rétropulsion mandibulaire, ptérygoïdien médial, élévation pareil, et digastrique, rétropulsion mandibulaire. Et c'est là que ça va nous intéresser. La fonction manducatrice ou masticatrice, elle va être gérée en deux parties par la formation réticulaire et le système limbique. Alors, la formation réticulaire, elle contrôle la contraction et le relâchement de tous ces muscles qui touchent à la mastication, à la phonation, à la déglutition et aussi au fonctionnement cohérent des condyles et des disques. Ça, faut bien le retenir. Et cette formation réticulaire, elle est gérée par le système limbique, qui lui, c'est le centre du comportement. Donc, il contrôle les émotions et les humeurs. Donc, le système limbique, il va gérer le flux de stimuli qui va arriver à la formation réticulaire. Donc, les humeurs gèrent tout ce qui arrive à la formation réticulaire, donc qui gère la contraction et le relâchement des muscles. C'est la partie importante, mais il faut le savoir. On va ensuite, juste tout de suite, parler du bruxisme. Je ne sais pas si vous le savez, mais les dents, elles rentrent en contact par tranche de 24 heures, quand c'est pas pathologique, une demi-heure. Alors, pourquoi vous allez me dire une demi-heure? C'est 200 millisecondes pendant les déglutitions à vide de la salive et 600 millisecondes en phase terminale de mastication. Entre les deux, pendant la mastication, on considère qu'il n'y a pas de contact interdentaire parce qu'il y a le bol alimentaire entre les deux. Donc, une demi-heure par tranche de 24 heures, c'est pas beaucoup. Et je pense que la majorité de nos patients à l'heure actuelle, il y en a beaucoup, beaucoup de stressés et la demi-heure par tranche de 24 heures, elle est facilement dépassée. Euh, Excusez-moi, juste oui. un instant. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de poser des questions, hein, donc tout au long du webinaire, lorsque vous avez une question à poser au docteur Navaja, vous pouvez la poser dans la rubrique chat en bas de l'écran et on y répondra à la fin du webinaire. On prendra un petit temps pour y répondre. Voilà, excusez-moi, docteur. Pas grave. Oui, j'y répondrai à la fin parce que je vais vous donner beaucoup d'infos. C'est normal qu'il y ait des questions, hein. Du coup, on va revenir à notre bruxisme. Donc, une demi-heure par tranche de 24 heures, deux types de bruxisme. Ça, pareil, si on a été à la fac, je pense que je vous apprends rien. Un bruxisme centré, un bruxisme excentré. En centré, les dents sont serrées en intercuspidation maximale. Ça fait des fractures. Le vrai souci, c'est que l'usure, elle se manifeste pas toujours. Et c'est du coup le plus compliqué à déceler de bruxisme. Et on a un bruxisme excentré, donc les dents sont serrées, mais elles glissent les unes sur les autres. Ça fait des usures, donc abrasion, version, ingression et mobilité dentaire. Donc deux petites photos, bruxisme centré, bruxisme excentré. Juste pour la photo de droite, c'est une patiente, il n'y a pas que du bruxisme.
Il y a aussi des coches chimiques qu'il va falloir déterminer. Ça, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, mais il arrive souvent qu'il y ait bruxisme plus autre chose, donc il faut y faire attention. Alors, on va continuer, donc le bruxisme et le stress, tout ça, ça va ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer en période de stress? On va avoir une augmentation des stimuli sensoriels au niveau du système limbique induit par le stress. Donc, il y a une modification de l'action régulatrice de la formation réticulée. Cette formation réticulaire, elle devient uniquement activatrice. Avant, elle gérait le plus, le moins, là, c'est uniquement activateur. Et donc, il va y avoir une absence de contrôle de la durée des contacts dentaires. Et cette demi-heure par tranche de 24 heures, on va l'exploser en général. Et du coup, on a aussi une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui devient hyperactif. On va sécréter du cortisol en plus, et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, et ça va entraîner une diminution de la sécrétion de sérotonine et des hyperalgésies. Et donc, ce qu'on va appeler maintenant actuellement, c'est plus des fibromyalgies. Hyperalgésie, c'est une exagération de la sensibilité douloureuse. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on a de stimuli, plus on sécrète du cortisol, donc plus on a de stress, hein. Et c'est pour contrôler ça, c'est pas que dentaire. Des fois, il faut aller voir des psys, mais ça, c'est compliqué à dire des fois aux patients. Et juste pour vous dire il y a une étude qui a montré qu'on a fait une IRM chez les patients chez des patients dépressifs. Et chez des patients à côté avec une dysfonction crânio-mandibulaire, mais des douleurs exacerbées, donc ils avaient mal, et on a remarqué qu'il y avait une atrophie de l'hippocampe et donc du système limbique, et du coup tout ce qui est régulateur du stress et du bruxisme. Donc, je vous ai fait un petit schéma. L'hypothalamus, il va envoyer de la CRH à l'hypophyse, CRH corticotropine, pardon. Tout ça, c'est dû à un stress chronique, hein. Hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça va jouer sur la cortico-surrénale, sur des glucocorticoïdes, donc le cortisol, qui lui a un rétrocontrôle sur l'hypothalamus. Du coup, pareil, c'est un cercle vicieux, plus de stress, plus de cortisol, qui rétrocontrôle l'hypothalamus. On augmente la production, et voilà. Les effets sur les muscles, c'est ça qui va être important. Alors, on va produire plus de cortisol, plus de stress, plus de bruxisme. Les effets sur les muscles. On va avoir une surcontraction des fibres musculaires. Et ça, alors, surcontraction des fibres musculaires, on va avoir une augmentation des échanges ioniques. Ces échanges ioniques qui nécessitent de l'oxygène, ça va créer de l'acide lactique, on a des crampes. En général, les muscles que les patients vont vous montrer, c'est surtout les temporaux. Ils vont dire: «J'ai mal au crâne docteur à cet endroit-là et je sais pas pourquoi», donc temporaux et les masséter, douleur jugale à cet endroit-là, c'est ce qui est le plus touché. C'est surtout les masséter qui vont être, que les patients vont vous montrer, et s'il y a pas d'usure dentaire et pas de douleur, ça va faire des hypertrophies maxillaires. Des hypertrophies des masséter, pardon. Et sur les ATEM, alors ça fait s'il y a pas de problème d'antéposition discale au niveau de l'ATM, s'il y a pas eu de traumatisme, il va pas y avoir de douleur plus spécifique au niveau de l'ATM. Et alors ils vont vous montrer à ces endroits-là, ça sera surtout musculaire. Je vous donne beaucoup d'infos, je suis désolé, mais je pense que c'est important. Du coup, après, posture oculogyrie. Comment le stress, il va jouer sur la posture, et du coup pas que sur les dents, mais aussi sur les yeux. Alors, comment ça va se passer? Alors, je vais vous parler de posture et comment le stress va jouer là-dessus. Alors, déjà, qu'est-ce que l'oculogyrie? On va commencer par ça. L'oculogyrie, c'est un processus réflexe, alors dont la fonction, c'est la rotation des yeux dans les orbites. Et du coup, le stress et le bruxisme vont jouer là-dessus. On va commencer par la posture. Système postural, c'est un système qui est constamment actif. Il permet différentes actions. Rester debout, s'asseoir, par exemple, et il reçoit donc des informations continues du milieu environnant.
Ces informations, elles vont être analysées par des exos et des endocapteurs présents dans tout le corps. Alors les exocapteurs principaux, c'est le système rétinien, euh, le système auditif et le système cutané via la sensibilité tactile. Pour le système rétinien, c'est la vision. Vision, c'est pour apprécier l'environnement et les distances. Auditif, via le vestibule, c'est pour l'orientation pardon, c'est pour l'orientation dans l'espace. Et la sensibilité tactile, c'est surtout au niveau pointeur, pour savoir si c'est plat ou pas. Et niveau endocapteur, c'est muscles, tendons et articulations. Donc tous ces exos et ces endocapteurs. C'est un peu compliqué, je suis d'accord avec vous. Ils vont renseigner en continu le système nerveux central, qui va analyser et produire une réponse globale posturale, de stabilité et d'équilibre via la position des membres, de la tête et du cou. Donc on en revient à notre système limbique, à notre formation réticulée, qui va elle aussi recevoir des informations pour qu'on puisse se tenir debout, que la tête tourne bien, que les yeux bougent bien. Je vous ai mis une petite photo des muscles de la posture. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, alors tout ce qui se trouve dans le bas du corps, ça, on va pas trop y toucher. Ce qui nous intéresse ici, c'est sternocleidomastoïdien, trapèze. Je pense qu'on peut rajouter les occipitaux, les muscles masticateurs, supra et infra-thyroïdiens. Ce qui fait, je pense, déjà beaucoup de muscles à gérer pour nous en tant que dentistes. Tout ça est en relation, donc je trouve que c'est déjà beaucoup. Et je vous ai mis juste une petite photo. Après, c'est un canon de posture, c'est-à-dire que dans l'idéal, notre corps se trouve toute, que ce soit la ligne bupupillaire, la ligne scapulaire et toutes les autres lignes du corps, ça à l'horizontale. Si on a un problème, si on a un problème du côté droit ou du côté gauche, le corps, il va réagir de deux façons. Si on a une bascule à droite au niveau scapulaire, bah, au niveau pelvien, ça va faire pareil, tout va basculer à droite. Deuxième solution, le corps va essayer de contrecarrer pour rester à l'horizontale. Et du coup, notre bascule à droite au niveau des épaules, au niveau du bassin, ça sera vers la gauche. Alors, ce canon de posture, il n'y a que 10% de la population qui l'a. Donc, il y a 10% de la population, il n'y a aucun trouble. Donc, pas de douleur. En général, quand il y a des troubles, il y a un petit peu de douleur. On va arriver juste après à l'oculogyrie, donc la rotation des yeux dans les orbites. Euh, alors, au niveau de la vue, on a 70% des capteurs sensoriels de l'organisme qui se trouvent au niveau des yeux. Donc, au niveau de l'œil, on a des exos et des endocapteurs. Sur le petit schéma, on voit les six muscles oculomoteurs. Droit latéral qui est innervé par le nerf 6, donc abducent. L'oblique supérieur qui est innervé par le 4, le trochléaire. Et ensuite, tous les restes qui sont tous les trois autres qui sont, les quatre, pardon, qui sont innervés par le nerf oculomoteur. Donc droit supérieur, droit inférieur, droit médial, oblique inférieur, etc. Donc pour l'oculogyrie, on a trois nerfs différents. Et donc ces trois nerfs-là, ils sont en relation. Là, vous allez vous dire, il m'a parlé posture, il m'a parlé mouvement oculaire, il m'a parlé bruxisme. Il nous a dit qu'il y avait d'autres douleurs dans le cou, dans le dos, qui pouvaient venir de problèmes dentaires. D'accord, mais comment tout ça, c'est en relation à quel niveau? Alors, on y arrive. Et c'est là, pour moi, le plus important de tout le webinaire, c'est retenir ça. Alors, le faisceau longitudinal médian. Alors, le faisceau longitudinal médian, c'est à la base du système nerveux central. Il connecte, il va relier les noyaux des nerfs 3, 4, 6, 7, 10, 11 et 12. Tout ça, en fait, tous ces nerfs-là arrivent au même endroit. Donc, il gère donc les mouvements compensatoires des yeux, donc pendant les mouvements de la tête, et il coordonne l'oculomotricité. Donc, la tête, les yeux, c'est en relation. Il est relié aussi au 11, donc il va jouer, qui commande le sternoclédomastoïdien et le trapèze, mais aussi au noyau moteur du 5, donc du trijumeau, qui va aussi innerver une partie des muscles masticateurs, pardon. Donc, pour résumer, 3, 4, alors les nerfs 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12,
et 5, ils se rejoignent au même endroit. Tout ça pour vous dire que s'il y a un problème sur l'un, il y a de grandes chances que si les informations sur un, il y a de grandes chances que sur les autres, alors sur tous les autres ou sur un seul des autres, il y a un problème. Ça va se répercuter à un autre endroit. Plus dur est de savoir d'où ça arrive et comment ça se répercute à cet endroit-là. Donc cette liaison, elle les rendait dépendants les uns des autres et elle permet aux yeux et aux coups de travailler conjointement. Et comme je vous ai dit, le dysfonctionnement de l'un, ça entraîne le problème sur les autres. Donc des organisations, ça entraîne une contracture de tous ces muscles, un mal-être chez le patient et donc du stress et du bruxisme. C'est un cercle vicieux. On a mal, on stresse, on bruxe. Voilà. Je vais aussi rajouter par rapport, je vais y revenir dessus d'ailleurs. Je vais aussi rajouter qu'au niveau de ce faisceau longitudinal médian, euh, alors alors je vais rajouter aussi, pardon, quand l'absence de bruxisme, on a des récepteurs parodontaux au niveau des dents qui reçoivent aucun stimuli. Euh, ces récepteurs parodontaux, ils vont recevoir des stimuli quand que lorsqu'il y a des contacts dentaires. Et ces contacts, alors ces stimuli sont, comme je vous ai dit avant, tout au départ, c'est réglé, c'est géré par la formation réticulaire, donc qui régularise la contraction des muscles. Ces récepteurs parodontaux, ils sont gérés aussi au niveau ils arrivent au niveau du ganglion trigéminal, pardon, et ça a un rapport du coup avec les nerfs 3, 4, 6. Donc c'est juste pour vous dire que les contacts dentaires, ça a un rapport avec tout ce qui touche au faisceau longitudinal médian. Et du coup, comme on a dit avant, quand il y a trop de bruxisme au niveau de ces récepteurs parodontaux, il y a trop de stimuli. Le système, le système limbique, il devient prédominant. On a une désorganisation de la formation réticulaire qui n'est plus régulatrice, elle devient juste activatrice. Donc, ça fait pire. Ok, donc ça, je vous l'ai dit juste après. Bon, on va arriver à la partie un peu plus intéressante pour vous. Avant, c'était vraiment pure théorie. S'il y a des questions, je répondrai à la fin. Comment on va faire le diagnostic de ces dysfonctions crânio-mandibulaires? On va commencer par le diagnostic odontologique. Alors là, c'est comment moi je vais faire mon diagnostic, un petit questionnaire avec une échelle de douleur, une anamnèse et pour le protocole, une fiche clinique. La fiche clinique, vous la verrez, enfin, vous verrez tout de toute façon. Une analyse musculaire via la palpation des muscles et du coup le titane qui va m'aider à renforcer mon diagnostic. Et c'est très important parce que le patient il va surtout comprendre le titane. Palpation articulaire, auscultation articulaire, des tests mandibulaires et un examen de la cinématique mandibulaire, un diagramme qui sera important pour vous et une axiographie, moi je la fais. Je pense que pour mettre en place ça de votre côté, ça va être un peu long. Je vous expliquerai vite fait ce que c'est, mais je pense que vous, de votre côté, ça va être un petit peu compliqué. Alors, le questionnaire. Ouais, on va commencer par la page de droite où il y a une échelle de douleur. Alors, pourquoi une échelle de douleur? Et surtout, pourquoi je demande aux patients sur les 6 derniers mois comment vous avez vécu ces douleurs, ou s'il y en a, ou s'il n'y en a pas, hein, c'est pour savoir. Parce que euh, quand le patient il consulte au retour des vacances, ou juste c'est souvent au retour des vacances, il y a moins de stress, il y a eu le temps de décompresser. Du coup, l'évaluation de la douleur à l'instant T, elle est diminuée. C'est pour ça que j'ai une échelle de douleur sur 6 mois. Euh, et il y a aussi, ce qui m'intéresse aussi, et ce qui pourrait aussi vous intéresser, c'est une évaluation de la douleur au cours du traitement. Ça permet de savoir si ça se passe bien. S'il n'y a pas de changement, alors c'est soit que en général, c'est un réglage occlusal, soit ça se passe pas bien, soit c'est pas bien réglé, ce qui arrive très rarement, soit faut orienter vers un ostéo. Dans la majorité des cas, ça aide beaucoup. Alors, nom, prénom, nombre d'enfants, ça, c'est à peu près, ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est profession, situation familiale et s'il y a eu des traumatismes. Pourquoi? La profession.
ça permet de connaître la pénibilité du travail et si en gros, s'il y a des responsabilités, il y a plus de stress. Heu, j'ai vu aussi des gens qui cherchaient du boulot, qui étaient stressés par ça et ça faisait le la même chose que des gens qui bossaient beaucoup. Donc des fois, en cherchant du boulot, c'est pire. La situation familiale est important parce que le stress peut être plus important si on est divorcé, si la garde des enfants, ça joue aussi pas mal et enfin, l'info sur le traumatisme, elle est importante parce que ça me permet de savoir si le patient, il a eu des douleurs dans le passé, si c'est passé, si c'est revenu et ce qu'il ressent au niveau des ATM. On en revient là-dessus. Alors, pour la description des maux de tête, je me demande si c'est au niveau de la tête, du cou, des joues. Alors ça peut être au niveau du front. Quand c'est au niveau du front, ça peut être des troubles oculaires. En général, on a des troubles cervicaux avec ou alors sur les côtés, plus au niveau des joues, donc c'est des spasmes, des muscles masticateurs et ça va s'accompagner du coup, c'est que des douleurs jugales en général. Je demande aussi s'il y a des céphalées. Pourquoi? Si ça arrive le matin. Céphalée le matin, en général, c'est un bruxisme nocturne, c'est à noter. Si ça arrive dans la journée, bruxisme diurne, alors c'est soit dû au boulot, donc les habitudes professionnelles. La deuxième chose, c'est que si ça arrive dans la journée et que votre patient il a des lunettes, ça peut être que les verres sont mal centrés. Dans ces coups-là, faut renvoyer vers l'ophtalmo. Si votre traitement est bon, si l'ostéo a fait son travail ou le kiné, hein, en général c'est l'ostéo et qu'il y a toujours des douleurs, renvoyer vers, renvoyer régler les lunettes. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense et pour la modification des bruits, des ressentis pour le patient, Heu, pour vous, ça va vous enfin, pour nous, en tant que praticiens, ça va nous intéresser parce que si on a une diminution des bruits articulaires, ça veut dire qu'on a une usure du bord postérieur du disque articulaire. S'il y a un arrêt total, ça veut dire qu'on a une antéposition discale irréductible. Le disque a basculé à l'avant, il est jamais revenu, ça claque pas. Le patient, il dit: «Bah, ça claquait, ça claque plus et ça va, j'ai juste des douleurs». Et s'il y a des crépitations, c'est-à-dire qu'il y a du bruxisme qui dure dans le temps et ça fait quand même un certain temps que ça dure et donc on a une dégradation du condyle et de l'arthrose. Heu, en ce qui concerne je demande aussi s'il y a des difficultés à ouvrir la bouche. Pourquoi? Alors ça peut être dû à des spasmes des muscles élévateurs, soit une antéposition discale irréductible. Donc si, comme je vous ai dit le matin, si c'est le matin, bruxisme diurne, heu le bruxisme la nuit, le patient, il se rend pas toujours compte. Des fois, je fais venir le conjoint aussi et le conjoint dit: «Bah oui, en fait, la nuit, tu grinces des dents, mais je te l'ai jamais dit». La sensation d'oreille bouchée, c'est dû à un recul du condyle dans sa fosse, dans la fosse mandibulaire, qui est provoqué, du coup, par une antéposition discale et c'est cette sensation, elle est augmentée par le bruxisme et le fait que le conduit auditif, soit proche, ça va donner cette sensation d'oreille bouchée. Douleur dans le dos, c'est souvent au niveau lombaire. Alors les vertiges aussi, ça c'est important. Pourquoi, en quelles circonstances? Parce que alors si on a des vertiges, quand c'est un changement de position, c'est-à-dire que le patient se lève vite quand il est allongé, c'est trouble de l'oreille interne ou des fois c'est la tension artérielle. Nous, ce qui va nous intéresser dans les vertiges, c'est si le patient nous dit: «J'ai des vertiges dans les magasins ou en voiture». Heu, pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que le patient se met à regarder au loin et c'est des troubles de la convergence et donc tous les nerfs qui sont en relation que je vous ai expliqué avant. Pour les traitements dentaires, c'est juste pour savoir s'il a vu un collègue, un confrère, peu de temps avant et je demande enfin pour les anesthésies générales, s'il y a eu les dents de sagesse en anesthésie générale. Parce que ça arrive assez souvent que le chirurgien, il sursollicite les ligaments et ça va provoquer une antéposition, du disque et voilà, ça arrive quand même assez souvent et un ligament étiré, il reste étiré, on ne reviendra pas en arrière.
Je vous ai mis ensuite la fiche clinique de ce que je fais avec mon patient. Donc les rapports incisifs, hein, ça je vous apprends rien, normal sur plomb, les rapports canins, les secteurs latéraux s'ils sont normaux ou croisés, s'il y a un édentement, le plan d'occlusion, si la déglutition est normale, et les freins interincisifs s'ils sont centrés ou s'ils sont décalés, et comment est la DV. Alors au niveau de la palpation, je vais faire une palpation musculaire, toujours en demandant que le patient ait les dents serrées, c'est important. Alors, on va commencer par ici, palpation des masséters. C'est un muscle élévateur de la mandibule, 2 faisceaux, un faisceau superficiel, un faisceau profond. On va palper ici, on va palper les faisceaux superficiels sur la face externe de la branche montante. À côté, palpation des temporaux, muscle élévateur, 3 faisceaux, antérieur, postérieur et moyen, comme on voit là, antérieur, postérieur, moyen sur la photo. On va palper les 3 sur les 2 côtés du crâne, symétriquement. Ah bah, je vous l'ai mis 2 fois, tiens. 4e photo du coup, palpation des ptérygoïdiens médians. C'est souvent ceux-là qui sont sensibles. Ils servent à l'élévation, à la propulsion et à la latéralité. Parallèlo-masséter et surtout on les palpe derrière l'angle goniaque. De toute façon, dès que s'il y a des problèmes musculaires, dès que vous allez les palper, le patient il va dire oui j'ai mal, à droite, à gauche, peu importe, mais en général il a mal. Euh, Sternoclédomastoïdien, c'est contraction unilatérale et rotation contralatérale de la tête. Et contraction bilatérale, extension de la tête. La palpation de ces muscles-là n'est pas toujours simple parce que si le patient il a un gros coup, c'est pas simple. Ce qu'on va lui demander, c'est là sur la photo, on arrive à palper. On fera une rotation de la tête et ça va se trouver juste ici pour la palpation. Un coup à droite, un coup à gauche. Faut pas hésiter à bien les palper fort parce que ça reste des muscles moins sensibles que le reste. À côté, on palpe les trapèzes. Ça sert à hausser et à baisser les épaules. Hyperextension et inclinaison de la tête. Palpation articulaire, bouche ouverte, bouche fermée. Alors, on va déjà demander au patient bouche fermée. Pourquoi? On va venir palper juste derrière, là, au niveau des articulations. S'il y a des douleurs au niveau... alors, je vais déjà vous dire, ça s'intéresse au pôle externe. Et donc, si c'est sensible, ça veut dire que c'est un problème musculaire. Par contre, si quand le patient ouvre et qu'on palpe à cet endroit-là, c'est une inflammation de la zone rétro-articulaire et du coup, le problème n'est pas musculaire. Test mandibulaire. Alors, c'est réalisé seulement si on n'a pas de bruit articulaire. Pourquoi? Parce que c'est dangereux de faire cette manœuvre si le patient il a une antéposition discale réductible. Ça peut devenir une antéposition discale irréductible. Si la douleur elle est en avant des condyles, c'est musculaire, donc étirement des petits rhugoïdiens latéraux qui sont spasmés dû au bruxisme. Si c'est derrière, et c'est articulaire par compression de la zone bilaminaire. Bon, ça c'est un petit peu complexe. Je vous l'ai mis, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Alors, on va passer au diagramme de Farrar. C'est ça, vous pouvez le mettre en place au cabinet, ça prend 3 minutes, c'est pas compliqué. Une règle, un stylo, 3 petits traits sur les dents, et c'est parti. Alors, pour moi, c'est important, pour vous qui ne faites pas d'axiographie, si vous en faites, tant mieux, hein, c'est très bien. Ça permet l'examen de la forme et de l'amplitude des trajectoires. La mandibulaire, ouverture, fermeture, latéralité, droite-gauche. Et ça permet de nous renseigner, nous, sur s'il y a une dysfonction crânio-mandibulaire, son importance et son ancienneté. Alors, on va faire des calculs, c'est pas très très compliqué. Le rapport normal entre l'ouverture et la latéralité, on est entre un quart et un sixième. Du coup, mise en place un stylo, une règle. Alors, c'est pas compliqué. On trace un trait sur les incisives supérieures par rapport à la ligne interincisive mandibulaire. Première photo. On, on fait un trait au niveau du recouvrement. On va demander au patient de déplacer le maximum sa mandibule vers la droite et vers la gauche. Et on va faire un petit trait sur les incisives supérieures et on va mesurer.
Normalité. Alors, on a des traits droits et rectilignes. Je l'ai juste après. Euh, ouais, droit rectiligne. Je vous ai dit un quart. Vous voyez à gauche, on a 40 d'ouverture, 10 de latéralité droite et gauche. Si c'est pathologique, je vais vous montrer les tracés juste après. Le tracé est toujours dévié du côté malade. Donc, après savoir à quoi c'est dû, est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est une antéposition discale réductible ou réductible? Ça, on va le savoir après. Si c'est musculaire, bien sûr, c'est lié au bruxisme. C'est là que notre électromyographie va servir. Euh, alors, je veux bien vous faire participer. Je sais pas si je peux vous entendre ou pas. On le fera à la fin. Alors, je vais vous expliquer. Si le tracé il est pas rectiligne et ça va vers la droite et que les latéralités sont sensiblement les mêmes, donc on a une contracture musculaire droite, tout simplement. À côté, la différence avec le tracé de droite, c'est que on a une ouverture normale, euh, une latéralité, euh, une latéralité droite normale, mais une latéralité gauche qui n'est pas bonne. Donc on a une antéposition discale irréductible droite. Du coup, pour ça, ça va être pareil. On a un sursaut à la fermeture. Qu'est-ce qui se passe? À gauche, antéposition discale réductible à droite. Donc on a des latéralités à peu près normales, mais on a un sursaut à droite. Et pour le tracé de droite, du coup, c'est une antéposition discale tardive à droite. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous faites les tracés, mais vous mesurez à droite, à gauche, vous allez les voir. Comment dire, si la mandibule saute, ça se voit tout de suite. Voilà. Et pour ce tracé-là, on a une très très grande ouverture des latéralités normales. Plusieurs choses. Soit on a une hyperlaxité chez le patient, chez un patient hyperlaxe, des ouvertures à 60-70, c'est pas déconnant. Euh, Ça peut être aussi dû à une antéposition discale irréductible, mais une vieille antéposition discale irréductible. En fait, l'ouverture buccale elle va être accentuée et du coup, on va en arriver ici. Donc 70, ça reste beaucoup. Je vais vous parler de l'axiographie. C'est moi ce que je fais au cabinet pour savoir exactement ce qui se passe au niveau des articulations. J'utilise la technique SAM. Ça a été créé par Mack et Slavicek, un ponte de l'occlusodontie Slavicek. Et ça permet l'enregistrement de la cinématique condylienne. Du coup, c'est un petit appareillage extra-oral mis en place 5 minutes. Le faire au patient, pareil, 5 minutes. Et c'est une axiographie mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? Le titane. Pourquoi le titane? Pour trouver et faire comprendre au patient qu'il y a un problème musculaire. Pourquoi j'utilise le titane? Alors, d'utilisation, c'est super simple. Alors il y en a deux, il y a le 4 électrodes et le 6 électrodes. Moi, j'ai le 6 électrodes pour pouvoir mettre des électrodes au niveau des sternoclédomastoïdiens. Les autres au niveau des masséters et des temporaux. C'est simple d'utilisation, c'est rapide. Le patient, ça lui prend, enfin même nous, ça nous prend, si ça nous prend 10 minutes, c'est le bout du monde. La mise en place, elle est facile une fois que le patient est rasé, qu'il n'y a pas trop de maquillage. Le patient en général, il aime bien, ça l'amuse. Euh, on lui demande de serrer sur un coton, on tourne à droite, à gauche, la tête, et le patient, il adore. Et ça nous permet de sortir un compte rendu tout de suite. D'ailleurs, je crois que je voulais, ouais, compte rendu accessible tout de suite. Et ça permet aussi des fois, moi j'ai des patients qui sont envoyés par des confrères, et ça me permet d'expliquer aussi aux confrères, souvent c'est des ostéos, bah voilà ce qui se passe au niveau des temporaux, des masséters et des sternos, problème à droite à gauche, enfin, moi je vais régler mon problème occlusal, mais il serait bien aussi que de ton côté, tu règles à cet endroit-là, il y a sûrement quelque chose à faire. Ok. Je vous ai mis une petite vidéo pour la mise en place. Alors, je suis pas très doué pour flouter les yeux, mais normalement c'est bon. Bon, c'est même pas flouté du tout. Alors, c'est parti. Donc là, c'est mon assistante qui a mis comment dire, qui m'a mis les électrodes et je vais les mettre au patient. La vidéo dure 1 minute.
Donc regardez, des petites électrodes au niveau des temporaux. On remerciera Caroline pour sa contribution. Au niveau des masséters, alors je suis devant, hein, mais vous allez voir comment ça se positionne. Bien sûr, tout ça, c'est à côté, hein. Vous faites un devis avant aux patients, hein, ça vous prend un petit peu de temps. Faut quand même gagner notre vie là-dessus. C'est cool, hein. Ça amuse le patient, ça nous amuse nous, mais il faut quand même qu'on gagne notre vie. Alors, on a fait les sternes, on a fait les, comment dire, les masséters, on va faire au niveau des sternaux. Hop, donc on voit, je vais mettre la vidéo en pause. Et c'est trois petits, enfin six petites électrodes. En 1 minute de temps, c'est fait, hein. Hop, voilà. 1 minute 20, tout est fait. Je vais passer au slide suivant. Alors, je vais demander aux patients plusieurs choses. Je vais demander aux patients de serrer sur des cotons, aux patients de serrer sans les cotons, et aux patients de serrer les dents et de faire une rotation cervicale. Je vous ai dit, hein, 1 minute de une minute pour mettre en place, 2 minutes pour faire les tests. Et encore des tests, c'est parce que j'en fais plusieurs. Alors, ça va nous sortir ce compte rendu-là. Alors, alors l'époque, ça va être comment les temporaux travaillent ensemble, lequel est prédominant? Droite, gauche. Temporaux, ça marche aussi au niveau des masséters. Là, sur celui-là, c'est les temporaux qui travaillent le plus. La norme, c'est on est entre 83 et 100. C'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est des études faites sur plusieurs années. Et on en est arrivé, et faudra leur demander à Titane exactement, mais c'est sur c'est au moins une dizaine d'années, je crois. Donc voilà. Ça me sort un compte rendu comme ça permet d'expliquer aux patients, bah, vous voyez là, au niveau des temporaux, bah, c'est le droit qui travaille plus, c'est beaucoup plus que le gauche. Barycentre, ça me permet d'évaluer la différence d'intensité de travail musculaire entre les temporaux et les masséters. Et moi, ce qui m'intéresse surtout pour expliquer le bruxisme aux patients, c'est l'impact. En fait, l'impact, quand vous faites un test, ça va être la différence de pression. Alors, quand le patient mord sur des cotons et quand le patient ne mord pas sur les cotons. Là, vous voyez que ce patient-là, alors la norme, c'est entre 85 et 115%. Là, on est à 208. Ça veut dire que... Ah, vous pouvez, je suis en conférence. C'est pas grave. Du coup, l'impact, j'en étais, ouais, c'est la différence entre le moment où le patient serre sur les cotons et le patient serre pas sur les cotons. Du coup, ça me permet d'expliquer au patient, bah, vous voyez, quand vous serrez les dents, vous serrez très très fort, les muscles sont très contractés et c'est ce qui va vous faire, en général, toutes ces douleurs. Donc, POC masséter, différence de travail droite-gauche, lequel est le plus important? La torsion, ça permet de calculer comment dire, l'intensité de travail croisé entre masséter gauche, temporal droit et vice-versa. Et enfin la symétrie, droite-gauche, il y a un côté qui travaille plus que l'autre. Là, le patient, 3,94, c'est très bien. Plus on se rapproche de zéro, plus on est content. Un petit graphique, ça travaille plus en haut qu'en bas. Le patient comprend tout de suite. Activité musculaire, intensité de contraction. Et l'avantage, c'est qu'on en fait un deuxième tout de suite pour savoir. Je travaille beaucoup je fais beaucoup des gouttières que je règle en occlusion. Et ça me permet de savoir tout de suite si ce que j'ai fait est bien en fait. Donc je vois le patient, je lui fais une empreinte, je lui fais une gouttière, je le revois, je fais mon réglage occlusal et je fais mon titane. J'ai mon titane à l'instant où je l'ai vu à la première consultation, c'est reproductible. Si je le refais 15 jours après, ça sera la même chose. Donc, je lui fais le titane, je lui fais ma gouttière, je règle la gouttière, et ça me permet de comparer. Ça me permet de comparer les deux, et on en arrive là. Alors là, c'était pas une gouttière que j'avais juste mis des cotons entre les dents du patient pour essayer de décompresser tout ça et que niveau musculaire, ça aille un petit peu mieux. Alors, c'est pas fou, hein, juste mettre de coton, mais ça permet surtout de voir que, alors, comme je vous ai dit, au niveau de l'impact, on a tout de suite une diminution de 50%. Donc, bruxisme plus plus chez le patient,
Ça me permet aussi d'expliquer à quoi va servir ma gouttière et l'importance en fait. Lui dire: «Bah, vous voyez, je vous ai juste mis de coton, j'ai pas fait de réglage occlusal, j'ai pas fait de réglage de gouttière. Il y a déjà une décontraction, enfin une sollicitation moindre des muscles» et du coup là, le patient comprend et je peux du coup transmettre, à l'ostéo et du coup une petite bibliographie et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors je pense que j'ai été un petit peu vite. Heu, hop, je pense que j'ai été un peu vite. S'il y a des questions, je suis tout à fait preneur. Merci beaucoup, docteur, pour, ce partage d'expérience. Ah, Je il y a vous eu invite à beaucoup poser d'infos, hein. vos questions Je dans sais qu'il y a eu le beaucoup chat. d'infos. Mmh. Je suis désolé, mais je trouvais ça important. S'il Non, y a non, des mais c'est s'il y a des questions, je prends, sinon, si je peux pas répondre à tout, je vous file mon mail, vous me les envoyez les questions, je vous répondrai avec plaisir. oui, oui, n'hésitez pas aussi, à me contacter, je transmettrai, normalement vous devriez avoir, mon adresse mail dans les mails de présentation du webinaire. Vous pouvez m'écrire aussi. Je vous invite, si vous voulez, poser vos questions, maintenant, Et en direct, au docteur, je vous voulais pouvez. juste rajouter, j'ai pas parlé de traitement du tout parce qu'il y a autant de mecs qui font, de l'occluso que de façon de traiter l'occluso, mais si je peux vous dire quelque chose, c'est vous faites une gouttière déjà quand il y a des problèmes musculaires, vous la réglez et vous revoyez le patient 15 jours après. Ça va permettre de remettre toute l'articulation, à zéro pour faire simple et à partir de là, faire un traitement, heu, un traitement plus poussé. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça. Après moi, pendant le webinaire, donc j'ai eu une petite question, sur WhatsApp. Ouais, Qu'est-ce qui vous a fait, choisir le titane, 6 électrodes par rapport au titane 4 électrodes? Vous parliez qu'il y en avait 2 tout à bah, l'heure. pourquoi? Parce que sternoclédomastoïdien, on peut mesurer le travail et l'intensité de travail. Comme j'en ai parlé pendant le webinaire, tout est relié, hein. Même, ces nerfs qui s'occupent, des sternos et des trapèzes. Je trouve que c'est important de voir si on a aussi un relâchement musculaire à cet endroit-là. Parce que, ça va jouer dessus, hein. De toute façon, notre réglage occlusal, notre traitement, il va jouer là-dessus et sur le bien-être du patient. Donc c'est important de l'analyser et de le régler dans l'idéal, hein. Tout seul, pas forcément, ostéo, tout ça, ça joue beaucoup. Mais, moi, je travaille surtout avec des ostéos. Mmh Mais, mh. voilà. Je pense que c'est Donc important, 6-4, c'est plus important 6 que 4. Après, 4 c'est déjà pas mal. Déjà si les gens faisaient 4, ça serait déjà bien. d'accord, oui, donc pour la communication, d'équipe. Ouais, la communication, ça marche super bien et l'acceptation des plans de traitement aussi. Pour eux, ça marche pas mal aussi. Alors, on a une question qui dit: «Arrivez-vous à obtenir des pressions équilibrées avec l'aide du titane?» Équilibré, oui, après traitement, complètement. Mmh Des mh. fois ça prend du temps, j'avoue, je vous ai dit gouttière, réglage occlusal, des fois 2 semaines c'est pas suffisant, hein. On peut déjà, des fois 3 semaines, un mois, c'est pas déconnant du tout et sachant que ma gouttière pour les patients, je les vois toutes les semaines. Donc je vois le patient, je lui fais un réglage à l'instant T, je le revois une semaine après. Parce que ça va se décontracter, niveau musculaire, ça va se décontracter et et la mandibule va aussi se décontracter, donc les contacts, ils seront différents. Donc je le vois une semaine après, je le vois toutes les semaines, juste à temps que ce soit stable et à partir de ce moment-là, traitement plus ou moins global. Des fois, juste un réglage occlusal, c'est suffisant et du coup, c'est équilibré, oui, on a des pressions équilibrées. Pression, c'est plutôt des intensités de travail, hein, c'est des pressions non, mais des intensités de travail musculaires assez équilibrées. Après, quand c'est vraiment trop important, on pourra jamais remettre le patient à zéro complètement. Faut travailler avec d'autres professionnels de santé. Donc vous dites, intéressant aussi dans la communication, toujours pareil, pluridisciplinaire. Communication et puis voir aussi l'évolution du traitement, quoi. Si, Mmh. je fais un réglage occlusal ou comment dire?
un réglage occlusal ou une gouttière et puis qu'une semaine après, bah, c'est pire, alors c'est soit je suis très mauvais, soit alors le corps réagit, mais il y a quand même quelque chose à faire. Et donc on a une autre question. Est-ce que vous utilisez le titane pour la prise d'occlusion? Comment ça pour la prise d'occlusion? Heu, J'imagine pour la mesure de l'équilibre occlusal. ben, ça alors je commence à l'utiliser de plus en plus en omni, pour l'air global, quand je fais de l'AMO, quand je fais des complets. Voir comment ça se passe au niveau musculaire parce que des fois on arrive avec des patients édentés complets. Niveau musculaire, c'est la galère. Je lui fais un titane avant, je lui fais un titane pendant les essayages des prothèses. Je vois comment ça se passe. À la limite, une prothèse amovible, transitoire, on laisse le patient partir avec, on le revoit, 2-3 semaines après. On voit comment ça se passe musculairement et des fois ça nous permet de faire, bah, de revoir complètement des hauteurs des V qui étaient en fait pas du tout bonnes, hein. Oui, alors le docteur précise, c'était dans le cadre du réglage de votre gouttière. Est-ce que vous réglez la gouttière avec l'aide du titane? Ah, oui, ça m'arrive. Pas tout le temps parce que je commence à être habitué, donc je sais à peu près comment les régler. En fait, je fais surtout le titane une semaine après, en fait. Si je fais mes réglages, je les revois une semaine après. Parce que suffit que le patient, je lui fasse sa gouttière, il soit contracté. Mon titane, en fait, il va me dire, bah, c'est contracté au niveau des masséters, des temporaux, ok. Mais moi, en changeant tout de suite, ça va pas tout régler. Donc, je fais mon réglage occlusal, je le revois une semaine après, et là, j'analyse, avec le titane, je dis, ok, là, ça va pas. Pour la visite de contrôle. Exactement. Sachant que des visites de contrôle, des fois c'est 2, des fois c'est 4, quoi. OK. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, à nous les poser. En attendant, je vous invite donc soit à me recontacter, pour une démonstration pratique, hein, si vous souhaitez, voir, comment se passe le test, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. On a une autre question. Ah non, merci beaucoup pour votre présentation, on a des remerciements. Bah, merci. Merci à vous d'être venu. Et et je vous invite aussi, à me poser, pour ceux qui n'auraient peut-être pas osé, ce soir, à me poser vos questions, au retour, à nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. Si vous avez encore des questions, auxquelles nous pourrions répondre. On vous remercie pour votre participation. Je remercie grandement le docteur Navaja pour sa présence ce soir et pour, Bah, son de rien, retour mais d'expérience. merci à vous, hein. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation en tout cas. Ouais. Et S'il y a des questions, ils peuvent les transmettre, j'y répondrai, hein. c'est très gentil, Pas merci la science beaucoup. infuse, mais je peux me renseigner au pire. C'est très gentil. Merci à tous les participants, d'avoir été là, de nous avoir suivis et je vous invite, à un prochain événement, vous serez informés, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Titane FR, Instagram, LinkedIn, où vous pouvez retrouver toutes les actualités, du titane. Bon, Je vous souhaite bonne soirée tout le monde. Moi j'y vais, parce que je suis encore au cabinet. merci. Je vais devoir y aller. Merci tout le monde d'être venu. S'il y a des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci docteur Navaja, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.